Donc dossier numéro 1, un dossier qui va nous permettre un peu d'appréhender pendant quelques minutes cet item de retard de croissance staturo-pondérale un peu compliqué parce que difficile de donner une démarche très systématique. Mais on va essayer un peu de débroussailler tout ça. Alors, la question numéro 1, eh bien, on vous montrait différentes courbes. On vous demandait à quoi ressemble la courbe C. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais tout de même vous montrer à quoi ressemblait une courbe de croissance en vrai. Alors, une courbe de croissance en vrai, c'est un double feuillet comme ça A4, d'accord, avec une courbe qui est bleue et une courbe qui est rose. Une courbe bleue pour les garçons, une courbe rose pour les filles. Alors, nous avons d'abord une première page avec une courbe de croissance staturo-pondérale pour les enfants ayant entre 0 et 3 ans, pardon. Puis ensuite, au milieu, nous avons une courbe de croissance staturo-pondérale ainsi que de périmètre crânien pour les enfants ayant entre 0 et 22 ans. Et puis enfin, derrière, eh bien, nous avons deux autres courbes, la courbe de corpulence et la courbe d'accroissement statural. Alors maintenant que vous avez vu à quoi ressemblait ce feuillet, eh bien, allons voir un peu plus spécifiquement à quoi ressemblent ces courbes sur l'iconographie qui vous est donnée à la question numéro 1 de ce dossier. Donc, la première courbe que l'on voit ici, c'est la courbe de croissance pondérale et la courbe de croissance staturale en fonction de l'âge entre 0 et 22 ans. Alors, bien regarder en abscisse, eh bien, nous avons l'âge, en ordonnée, nous avons le poids ou la taille. Donc sur cette courbe, on voit qu'il y a différentes courbes avec des courbes de moins 2 déviations standard, moins 1 déviation standard, des courbes de la moyenne. Et de même ici, courbe de moins 2, moins 1 déviation standard de la moyenne, plus 1 et plus 2 déviations standard. Pour mettre un point sur la courbe, c'est simple, vous savez comment faire. Si un enfant a 8 ans, eh bien, je vais sur le 8 et puis je regarde quel est son poids, par exemple 30 kg, et hop, je mets le point sur le 30 kg à 8 ans et je vois qu'il est sur la courbe de la moyenne. À côté de ça, vous avez donc la courbe B qui est la courbe de corpulence dont nous parlerons plus tard dans le dossier numéro 4. Et enfin, nous avons la courbe d'accroissement statural ou de vitesse staturale qui montre finalement quelle est la vitesse de gain de taille d'un enfant. Alors, il est intéressant de regarder cette courbe quand même pour avoir une petite idée de comment grandit un enfant. Eh bien, on le voit bien, entre 1 et 3 ans, un enfant grandit énormément avec en moyenne plus de 15 cm par an. Puis, à partir de l'âge de 4-5 ans, eh bien, son accroissement statural diminue, sa vitesse d'accroissement statural diminue et finalement atteint une sorte de plateau que l'on peut bien voir ici. Et donc finalement, entre l'âge de 5-6 ans jusqu'à l'adolescence, eh bien, un enfant va prendre en moyenne 6,5 cm par an. Puis, eh bien, au moment de l'adolescence, à nouveau une poussée de croissance staturale, donc une augmentation de la prise de taille, puis enfin un arrêt de la croissance staturale, puisque lorsque l'on arrive à l'âge adulte, eh bien, on ne grandit plus. Dernière remarque intéressante parce que ça nous expliquera des choses sur le calcul de l'âge cible, de la taille cible, pardon. Eh bien, cette phase de plateau, finalement, elle est identique chez les garçons et chez les filles à une seule différence près, c'est que chez les garçons, cette phase de plateau dure 2 ans de plus, puisque, eh bien, j'attends que la souris revienne. Donc cette phase ici dure 2 ans de plus, puisque l'adolescence apparaît 2 ans plus tard, puis ensuite le gain statural au moment de l'adolescence est le même chez les garçons et chez les filles. Donc finalement, la différence de taille entre les garçons et les filles est en moyenne de 13 cm, secondaire à quoi? Eh bien au fait que cette phase de plateau dure 2 cm de plus. Alors question numéro 2, on vous demande que signifie avoir un périmètre crânien sur la courbe du 97e percentile et que signifie avoir un poids sur la courbe de plus 2 déviation standard. Alors ça c'est un point essentiel pour comprendre comment est-ce que les courbes ont été faites. Alors d'abord, comment ont été constituées ces courbes? Eh bien, à une époque donnée, on a pris un très grand nombre d'enfants et on a regardé pour chacun de ces enfants quelle était leur taille, quel était leur poids pour leur âge. Et ensuite, on a fait des courbes qui montraient à un âge donné, et je précise à un âge donné, comment se répartissait le poids des enfants. De même pour la taille et de même pour le périmètre crânien. Et on s'est rendu compte que eh bien, les poids, les tailles et les périmètres crâniens se répartissaient comme une courbe de Gauss. Alors, petit rappel de biostatistique qui date probablement de P1 ou de P2, voici ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Donc finalement, on a pris tous les enfants à un âge donné, par exemple 8 ans, et on a regardé les enfants qui avaient 8 ans, comment se répartissait leur poids, qui est ici en abscisse, et on a noté le nombre d'enfants selon chaque poids. Et on s'est rendu compte que finalement, eh bien,
il y avait un maximum d'enfants qui avaient un poids donné, qui est le poids de la moyenne, et qu'ensuite les valeurs de poids se répartissaient symétriquement à la valeur inférieure et à la valeur supérieure, donnant donc cette courbe de Gauss. On sait que lorsque l'on divise une courbe de Gauss, on la divise en écart-type, et donc nous avons le point de plus 1 déviation standard ou écart-type et plus 2 déviation standard, le poids moins 1 déviation standard et le poids moins 2 déviation standard. À quoi servent ces poids plus 2 et moins 2 déviation standard? Eh bien, on sait que le nombre de personnes qui ont un poids au-dessus de celui de plus 2 déviation standard, eh bien, c'est 2,5% de la population. Et le nombre de personnes qui ont un poids inférieur à moins 2 déviation standard, eh bien, là encore, correspond à 2,5% de la population, ce qui veut dire aussi que 95% de la population a un poids compris entre moins 2 et plus 2 déviations standard. Puis on a pris l'ensemble de ces courbes faites aux différents âges et puis on a tracé la courbe moins 2 déviations standard de poids, puis la courbe moins 1 déviation standard de poids, puis la courbe moyenne de poids, puis la courbe plus 1 déviation standard de poids, puis la courbe plus 2 déviations standard en fonction de l'âge, et c'est les courbes qui vous sont données dans les courbes de croissance staturo-pondérale. Tout ça pour expliquer quoi? Que signifie avoir un poids sur la moyenne? Si j'ai un poids qui est sur la moyenne à un âge donné, cela signifie qu'à cet âge donné, 50% de la population a un poids identique ou inférieur à mon poids. Deuxièmement, si j'ai un poids qui est sur la courbe moins 2 déviation standard, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que j'ai 2,5 de la population qui a un poids identique ou inférieur à mon poids. Et si j'ai un poids sur la courbe plus 2 déviation standard, cela signifie que j'ai 97,5% de la population qui a un poids à mon âge identique ou inférieur à mon poids. Pour ce qui est des percentiles, là encore, c'est exactement la même chose, on a tracé la même courbe et sauf qu'on a regardé à quel point était le 97e pourcent, donc à peu près ici, et lorsque j'ai un poids qui est sur la courbe du 97e percentile, cela signifie que j'ai un 97% de la population qui a un poids identique ou inférieur au mien à mon âge donné. Tout ça pour dire quoi? Eh bien finalement avoir un poids à moins 2 déviations standard, ça ne veut pas dire grand chose, ça ne veut pas dire qu'on est malade, ça veut juste dire que 2,5% de la population a un poids inférieur ou égal au mien. Si j'ai une taille qui se trouve à la courbe moins 2 déviations standard, ça veut dire que 2,5% de la population a une taille plus petite que moi et que donc j'ai 97,5% de la population qui est plus grand que moi. Ça ne veut pas dire que je suis malade et ça ne veut pas dire que c'est pathologique, c'est juste un point statistique. Et donc on comprend bien que juste un point ne signifie absolument rien et que par contre c'est l'évolution de la courbe qui va plutôt signifier quelque chose et qui va pouvoir montrer une certaine pathologie. J'ai le droit de faire partie des 2% de la population les plus petites et pour autant ne pas être malade. Voilà donc le point important à comprendre pour pouvoir analyser une courbe de croissance. Maintenant que nous avons toutes les données pour analyser une courbe de croissance, nous allons donc pouvoir passer au problème de retard de croissance et voir comment définit-on un retard de croissance. Donc question numéro 3, quelles sont les 3 façons de définir un retard de croissance? Alors, le retard de croissance, il se définit de 3 façons. Première façon pour le définir, eh bien, c'est si la taille ou si le poids se trouve à moins 2 déviations standard. Alors, on l'avait dit, avoir une taille ou avoir un poids qui est à moins de 2 déviations standard, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est malade et qu'on est dans un problème pathologique. Cependant, il faut bien se fixer une limite à partir de laquelle je vais me dire attention, peut-être qu'il se passe quelque chose. Donc, si ma taille ou mon poids est inférieur à moins 2 déviations standard, ce qui veut dire que si 2,5%, je fais partie des 2,5% de la population avec une taille aussi petite, tout de même, je vais au moins devoir me poser la question, est-ce que cette petite taille est due à un problème pathologique ou pas? Parfois, au terme de mon examen clinique, je pourrais dire non, ce n'est pas un retard de croissance dû à une pathologie, mais c'est constitutionnel. Mais donc, première partie ou possibilité pour dire je suis dans mon retard de croissance staturo-pondérale. Deuxième possibilité, ma vitesse de croissance staturale ou ma vitesse de croissance pondérale diminue.
Ce qui veut dire que j'ai un infléchissement de ma croissance pondérale ou bien un infléchissement de ma croissance staturale. Donc sur une courbe de poids ou sur une courbe de taille, je vais voir que finalement mon poids qui se trouve sur la courbe plus 1 déviation standard va progressivement passer à la courbe de la moyenne puis à la courbe de moins 1 déviation standard. J'ai donc eu une vitesse de croissance qui a diminué. Je rentre donc dans l'item retard de croissance. Et cette vitesse de croissance qui diminue, elle peut se faire de deux façons. Soit elle diminue progressivement et j'ai donc un infléchissement de la courbe, soit elle s'arrête brutalement et j'ai une cassure de ma courbe. Donc deuxième possibilité de dire j'ai affaire à un retard de croissance. Troisième possibilité, si ma taille est inférieure à moins 2 déviations standard de la taille cible. Qu'est-ce que c'est que la taille cible? La taille cible, c'est la taille si seule la génétique rentrait en compte dans la taille que l'on doit faire, et bien finalement, la taille cible, c'est la taille que l'on devrait faire. Donc, finalement, si notre taille n'était régulée que par la taille de notre père et par la taille de notre mère, et donc seulement par la génétique et pas du tout par l'environnement, la taille cible, c'est la taille que l'on devrait faire. Alors, la formule de la taille cible, elle vous est donnée dans la question numéro 4, dont on va reparler, mais c'est donc taille du père plus taille de la mère plus 13, le tout divisé par 2 si c'est un garçon, ou taille du père plus taille de la mère moins 13, le tout divisé par 2 si c'est une fille. Alors d'où vient ce plus 13 ou ce moins 13? Eh bien on l'a dit, c'est les 13 cm en plus qu'ont les garçons dû à la phase de plateau qui dure plus longtemps dans l'accroissement statural, et le moins 13 c'est donc les 13 cm en moins qu'ont les filles dû à cette phase d'accroissement statural de plateau qui dure 2 ans de moins et une stade pubertaire plus important. Finalement, si ma taille cible dit que je devrais être à plus 2 déviations standard, d'accord? Ma taille cible, par exemple, va être 1,90 m et que je suis sur une courbe staturale qui se trouve à moins 1 déviation standard, eh bien ma taille n'est pas inférieure à moins 2 déviations standard, elle est à moins 1 déviation standard, mais il y a plus que 2 déviations standard d'écart avec ma taille cible, donc je suis peut-être en retard de croissance staturo-pondérale, il faut que je vérifie. Donc 3 définitions possibles. 1. Une taille ou un poids inférieur à moins 2 déviations standard. Ce n'est pas pour autant que je suis malade, mais il faut en tout cas que j'y réfléchisse. Deuxièmement, une vitesse de croissance qui a diminué, donc un infléchissement ou une cassure de ma courbe de croissance staturo-pondérale. Et enfin, troisièmement, une taille inférieure à moins 2 déviations standard. Il est évident que si mes parents sont extrêmement grands, il n'est pas normal ou il est peut-être pathologique que je me retrouve avec une taille qui est à moins 1 déviation standard. Voilà donc la définition du retard de croissance staturo-pondérale. Alors, question numéro 4, une fois que j'ai chez un patient diagnostiqué un retard de croissance staturo-pondérale par ces 3 définitions, quels sont les éléments cliniques obligatoires que je vais devoir lister pour pouvoir avancer dans ma recherche étiologique? Eh bien, il y a quelques éléments qui vont devoir toujours apparaître sur votre copie ou qui vont devoir toujours apparaître dans votre raisonnement médical devant un retard de croissance pour pouvoir ensuite décider de différentes étiologies à évoquer. Ces éléments, ils sont au nombre de 5. Le premier, c'est d'analyser les courbes de croissance. Alors, comment est-ce que je vais analyser mes courbes de croissance? 2 choses à voir. Premièrement, est-ce que mon retard de croissance touche le poids et la taille? Ou bien est-ce que mon retard de croissance touche d'abord le poids, puis la taille? Il est sûr que si mon retard de croissance touche d'abord le poids, puis ensuite la taille, c'est que mon retard de croissance est probablement dû à un problème digestif. Et donc, puisque mon patient n'arrive pas à grossir, au bout d'un moment, même ma taille va commencer à ralentir puisque j'ai besoin d'être en bonne forme nutritionnelle pour pouvoir grandir. Alors que si ça touche mon poids et ma taille, je suis plutôt dans un problème général, endocrinien, génétique, etc. Donc, premier point à analyser absolument dans une courbe. Deuxième point à analyser obligatoirement, est-ce que mon retard de croissance est dû à un infléchissement de ma courbe ou est-ce qu'il est dû à une cassure de ma courbe? S'il est dû à une cassure de ma courbe, il y a eu une rupture brutale de la prise de poids ou de la prise de taille, il s'est passé un événement aigu. Si c'est un infléchissement, il se passe plutôt un phénomène chronique. Et donc là encore, ça aide dans le raisonnement étiologique. Deuxième élément à prendre en compte, la taille cible. Je me dois de calculer la taille cible quand je vois et que j'analyse un retard de croissance staturo-pondérale. Il est évident que si j'ai un patient qui a une taille
qui est à moins 2 déviations standard, donc rentre dans le diagnostic de retard de croissance staturo-pondérale, mais que sa taille cible est située à moins 2 déviations standard, eh bien c'est un patient qui a une petite taille constitutionnelle et il fait partie des 2,5% de la population qui ont une petite taille. Pourquoi? Parce que ses parents, ses grands-parents étaient des gens qui avaient une petite taille eux aussi. Donc toujours calculer la taille cible. Troisième élément à prendre en compte, c'est l'âge osseux. On va en dire un mot dans 2 petites minutes. Et quatrième élément à prendre en compte, le stade pubertaire de l'enfant. Toujours regarder le stade pubertaire parce que, vous le savez, dans votre item puberté normale et pathologique, pendant la puberté, il y a un gain de croissance et donc on a des retards pubertaires et des avances pubertaires. Et dans les retards pubertaires, on peut avoir des troubles, là aussi, de la croissance staturo-pondérale. Et donc, si vous avez un enfant qui commence à avoir des éléments de puberté, dans ce cas-là, il faut plutôt rechercher les étiologies dans le cours et dans l'item retard ou avance pubertaire, et ça, nous ne le ferons pas ici. Donc quand même, juste penser à bien regarder l'état pubertaire de l'enfant. Alors maintenant, un mot sur l'âge osseux. Qu'est-ce que c'est que l'âge osseux? Donc vous savez que ça se fait sur une radiographie, généralement une radiographie de la main. On regarde où en est le stade d'ossification du poignet de l'enfant, et en fonction du nombre d'os qui sont ossifiés, eh bien on peut dire c'est plutôt la radio d'un enfant de 3 ans, 3 ans et 6 mois, 4 ans et 6 mois, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois, on essaye de voir si on a un âge osseux qui est égal à l'âge civil ou si on a un âge osseux qui est inférieur à l'âge civil. J'ai un enfant qui a 8 ans. Il a une taille d'un enfant de 5 ans. Il est donc dans un retard staturo-pondéral. Je lui fais un âge osseux. Si son âge osseux est égal à son âge civil, c'est-à-dire que son âge osseux est égal à 8 ans lui aussi, eh bien l'âge osseux me montre que finalement, ma croissance osseuse et donc ma croissance d'une manière générale, n'a pas été bouleversée. Ma croissance se passe normalement et que donc finalement ma petite taille, elle n'est pas due à un défaut de croissance, mais peut-être plutôt que c'est la croissance qui était définie pour arriver à cette petite taille. A contrario, si mon âge osseux est inférieur à mon âge civil, j'ai un enfant qui a 8 ans, c'est son âge civil, il a une taille d'un enfant de 5 ans, et quand je lui fais sa radio, eh bien à l'âge osseux, il a un âge osseux aussi qui est égal à 5 ans. Dans ce cas-là, ça veut dire que cet enfant a une petite taille, mais qu'en plus, sa croissance, eh bien, elle ne se fait pas normalement, elle est retardée, puisque son âge osseux, la croissance de son os est elle aussi à 5 ans, et donc finalement, il y a probablement quelque chose qui vient empêcher la croissance, et c'est cette quelque chose-là qui entraîne la petite taille, plutôt une pathologie endocrinienne. Donc l'âge osseux, ça me donne un peu une idée de est-ce que ma croissance se passe à une vitesse normale ou pas. Si elle se passe à une vitesse normale, c'est que finalement ma petite taille, eh bien, c'est un peu ma croissance va vers cette petite taille, et donc c'était un peu constitutionnel. Soit eh bien mon âge osseux est inférieur à mon âge civil, et donc ma croissance elle aussi est ralentie, et c'est parce que ma croissance est ralentie que j'ai une petite taille, et donc il faut essayer de comprendre pourquoi ma croissance est ralentie. Donc voilà donc les 5 items à passer toujours en vue quand je regarde une courbe de croissance staturo-pondérale pour pouvoir ensuite justifier quel est mon diagnostic. Question numéro 5. Une fois qu'on a vu ces différents items, alors quels sont les grands cadres étiologiques de retard de croissance staturo-pondérale? Et puis pour chacun, eh bien, nous allons les justifier en fonction de ces différents éléments. Alors d'abord, disons un mot rapidement des différentes étiologies. Ça, c'est une liste qu'il faut apprendre parce qu'elle n'est pas intuitive complètement. Et donc vraiment, il n'y a aucune possibilité autre que l'apprendre. Alors, ces différentes étiologies, c'est celles que vous avez dans la correction. Il y a la petite taille constitutionnelle. La petite taille constitutionnelle, qu'est-ce que c'est? J'ai des parents ou j'ai une famille qui est petite, eh bien moi, je vais être petit. D'accord? Et donc, je ne suis pas malade, mais j'ai une petite taille constitutionnelle. Pourquoi est-ce que je suis dans les étiologies de retard de croissance staturo-pondérale? Puisqu'on a dit, quand j'ai une taille inférieure à moins 2 déviations standard, j'ai un retard de croissance staturo-pondérale, je me demande si c'est dû à une pathologie ou pas. Quand j'ai un retard de croissance, quand j'ai une petite taille constitutionnelle, ce n'est pas une pathologie, mais comme j'avais une taille à moins 2 déviations standard, on a dû en tout cas se poser la question. Le retard de croissance intra-utérin, deuxième étiologie, le retard de croissance intra-utérin, quand je nais, eh bien, je suis hypotrophe parce que j'avais un retard de croissance intra-utérin. Je vais rattraper généralement mon poids et ma taille, mais pendant toute une période, je vais d'abord être dans des courbes de poids et de taille inférieures à moins 2 déviations standard. Généralement,
Ces retards de croissance intra-utérin, eh bien, les patients se remettent dans leur couloir au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, généralement avant l'âge de 2 ans. Troisième type d'étiologie, les maladies génétiques. Alors les maladies génétiques, la trisomie 21, le Turner, etc. Ce sont des pathologies dans lesquelles constitutionnellement, génétiquement, il est inscrit dans le patrimoine génétique du patient que ce patient va être petit et donc il se retrouve dans un retard de croissance staturale. S'il faut se souvenir d'une pathologie, c'est principalement le Turner. Le Turner, donc c'est une monosomie X, un patient qui n'a qu'un X, une jeune fille qui n'a qu'un X. Quels sont les principaux points du diagnostic du Turner? Eh bien, il existe une dysmorphie faciale. Deuxièmement, il existe une petite taille constitutionnelle. Troisièmement, un retard de croissance. Et quatrièmement, comme il y a une agénésie des organes génitaux, eh bien, il y a une infertilité. Et donc finalement, les patients qui ont un Turner, souvent la dysmorphie est très faible. Ils peuvent être diagnostiqués à 2 ou 3 moments clés dans la vie. Un, à cause d'un retard de croissance staturale. Deuxièmement, au moment de l'adolescence, à cause d'un retard pubertaire. Et troisièmement, s'ils n'ont pas été diagnostiqués dans ces 2 points-là, alors au moment de vouloir faire un enfant avec l'infertilité. Voilà pourquoi le syndrome de Turner apparaît généralement dans les étiologies de retard de croissance staturopondérale. Quatrième grand groupe d'étiologies, les causes endocrinaux. Alors dans les causes endocrinaux, vous en avez plusieurs. Il y a d'abord le déficit en GH. Ce déficit en GH, il peut être constitutionnel ou acquis. D'accord. Les déficits acquis, eh bien, ça peut être dû à des tumeurs, ça peut être dû à une histiocytose, ça peut être dû à des séquelles d'irradiation, etc., etc. Le déficit en GH congénital est extrêmement rare, c'est celui qui est décrit dans vos livres, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. Bon. Ensuite, eh bien, vous avez l'hypothyroïdie, d'accord, puisque c'est un problème, l'hypothyroïdie va toucher la croissance. Et enfin, eh bien, vous avez l'hypercorticisme et toutes les étiologies de retard pubertaire. Autre grand groupe de maladies, les maladies digestives, avec les malnutritions, les malabsorptions, donc maladie cœliaque, allergie aux protéines de lait de vache, etc., etc. Évidemment, ça va donner un retard de croissance pondérale, puis un retard de croissance staturale. Et puis enfin, n'importe quelle maladie chronique va pouvoir se caractériser chez l'enfant par un retard de croissance staturopondérale, une insuffisance cardiaque, une insuffisance hépatique, une insuffisance pulmonaire. Et enfin, vous avez le nanisme psychosocial. Alors maintenant, reprenons chacune de ces étiologies et décrivons comment est-ce qu'elles vont être en fonction de ces différents items. Si je prends la petite taille constitutionnelle, tout d'abord, eh bien, vais-je avoir un infléchissement ou un cassure de la courbe de croissance? Non, je vais avoir une vitesse de croissance qui est normale et qui va atteindre à la fois le poids et la taille. Finalement, je vais avoir une courbe de poids et de taille qui est de vitesse normale, mais sur la courbe -2 déviation standard ou en dessous. Lorsque je vais calculer ma taille cible, eh bien, ma taille cible, elle va être égale à la taille, en tout cas à la courbe de taille sur laquelle se trouve l'enfant. D'accord? Et enfin, mon âge osseux va être égal à mon âge civil, puisque je n'ai aucun problème de croissance. Je n'ai aucun problème de croissance. Donc, mon âge osseux, mes os, se développent ont une croissance normale. Donc, mon âge osseux est égal à mon âge civil. Et mon stade pubertaire est normal. C'est sur l'ensemble de ces informations que je vais pouvoir dire j'ai affaire à une petite taille constitutionnelle. Deuxièmement, le retard de croissance intra-utérin. Là encore, j'ai une vitesse de croissance qui est plutôt normale, voire augmentée, puisque le patient essaye de rattraper. Le poids et la taille sont atteints en même temps. Mon âge osseux est généralement égal à mon âge civil, puisque je n'ai pas un problème de croissance qui fait que j'ai une petite taille. Ma croissance se déroule normalement et mon stade pubertaire est normal. Et puis surtout, évidemment, ce diagnostic, je vais le faire sur le fait qu'il y a des antécédents de retard de croissance intra-utérin. Troisième type de pathologie, les maladies génétiques. Dans les maladies génétiques, eh bien, ça va toucher à la fois le poids et la taille. D'accord ? Ce n'est pas un problème digestif, c'est plutôt un problème constitutionnel. Il ne va pas y avoir de cassure de la courbe, il ne se passe pas un événement aigu, c'est plutôt un infléchissement de la courbe, voire même une courbe qui a une vitesse normale mais qui est plus basse que -2 déviation standard. Quant à mon âge osseux, eh bien, mon âge osseux va être égal à mon âge civil, puisque là encore, je n'ai pas un problème de croissance. Ma croissance se déroule normalement, mais elle est prédestinée à donner une petite taille. Donc, mon âge osseux est égal à mon âge civil. Et je peux avoir dans certains cas des retards pubertaires, comme dans le syndrome de Turner. Donc, voilà comment eh bien, je vais, devant une courbe, évoquer
une maladie génétique. Pour ce qui est des causes endocrinologiques, alors tout d'abord, pour ce qui est du déficit en GH, eh bien, ça va toucher évidemment le poids et la taille en même temps. C'est un problème endocrino, ça ne touche pas spécifiquement le poids. En fonction de l'étiologie de mon déficit en GH, ça peut être un infléchissement ou une cassure. Quand c'est un déficit en GH constitutionnel, c'est plutôt un infléchissement. Si c'est un déficit en GH secondaire à une tumeur, eh bien, ça peut être une cassure. Donc là, ça va dépendre de l'étiologie de mon déficit en GH. Ma taille cible, évidemment, elle va être inférieure à ma taille. Ma taille cible, pardon, va être supérieure à ma taille. Mon âge osseux, eh bien, cette fois-ci, il va être inférieur à mon âge civil. Pourquoi? Puisque là, j'ai quelque chose qui vient contrarier ma croissance. Donc, je ne grandis pas bien, mais mes os ne croient pas normalement non plus. Donc, mon âge osseux est inférieur à mon âge civil. Et puis, au niveau de la puberté, je peux avoir quelques retards pubertaires. Quand on passe maintenant à l'hypothyroïdie, là encore, eh bien, ça va toucher mon poids et ma taille. J'aurai plutôt un infléchissement. Ma taille sera évidemment inférieure à ma taille cible et mon âge osseux sera inférieur à mon âge civil. Là encore, j'ai quelque chose qui vient déranger ma croissance, donc mes os ne croient pas bien et donc mon âge osseux lui aussi est en retard. Et c'est d'ailleurs parce que ma croissance ne marche pas bien que j'ai une petite taille, donc mon âge osseux est inférieur à mon âge civil. L'hypercorticisme, on en dira un mot dans une question après. Pour ce qui est des maladies digestives, donc malnutrition, malabsorption, maladie cœliaque, allergie aux protéines de lait de vache, mucoviscidose ou Crohn, eh bien là, en fonction de l'étiologie, ce sera un infléchissement ou une cassure. Par contre, ça portera toujours sur le poids, puis sur la taille. D'accord? J'ai un problème digestif, c'est d'abord le poids qui est touché, et ensuite cela va se répercuter sur la taille. Évidemment, ma taille sera inférieure à ma taille cible. D'accord? Et enfin, mon âge osseux sera inférieur à mon âge civil, puisque là encore, je ne peux pas assez bien grossir. Donc à un moment, eh bien, je ne peux pas avoir une croissance normale. Donc ma croissance ralentit. Si ma croissance ralentit, mon âge osseux ralentit lui aussi et devient inférieur à mon âge civil. Et c'est parce que ma croissance a ralenti que j'ai une petite taille. Donc un âge osseux inférieur à un âge civil. Enfin, pour ce qui est des maladies chroniques, et on en aura fini avec cela, eh bien, alors là, pour le coup, ça peut être soit le poids et la taille, soit le poids puis la taille. Ça dépend un peu du mécanisme physiopathologique sous-jacent. Ça peut être un infléchissement ou une cassure. Ça dépend là aussi si c'est quelque chose d'aigu ou si c'est plutôt quelque chose de chronique. Ma taille sera toujours inférieure à ma taille cible. Et là encore, mon âge osseux, eh bien, il sera inférieur à mon âge civil, puisque là encore, j'ai une pathologie qui vient ralentir ma croissance. Si ma croissance ralentit, ma croissance osseuse ralentit, donc mon âge osseux ralentit et passe en dessous de mon âge civil. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un retard de croissance staturo-pondérale. Et enfin, mon stade pubertaire est normal. Qu'est-ce que le nanisme psychosocial ? Le nanisme psychosocial, eh bien, alors c'est une pathologie extrêmement rare, mais qu'on cite toujours ici. Eh bien, c'est des enfants qui vont avoir un contexte psychosocial où vont être énormément isolés, voire un peu maltraités. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut avoir un retentissement sur leur taille. Et c'est des enfants qui se retrouvent avec une petite taille. Et la seule raison qu'on le retrouve, c'est eh bien, des mauvaises conditions socio-économiques et de l'entourage. On passe donc cette fois-ci à la question numéro 6, en déduire l'examen clinique type devant un retard de croissance. Alors, l'examen clinique type devant un retard de croissance, eh bien là encore, il va se déduire de tout ce que l'on a dit ici. Donc finalement, ce n'est pas très compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois prendre une courbe de taille, de poids, et évidemment tracer le point de la taille et du poids. Mais pour analyser la vitesse de croissance, il faut que je fasse une courbe de croissance pondérale, staturale et de périmètre crânien. Et pour savoir la taille cible, je dois calculer la taille cible, donc demander les antécédents familiaux de retard de croissance chez les parents, de retard pubertaire chez les parents, et surtout connaître la taille des parents. Donc ça, c'est des éléments indispensables devant un retard de croissance. Les courbes, on a dit pour les analyser, je peux demander un âge osseux et évidemment regarder le stade pubertaire. Et puis ensuite, eh bien, en fonction des différentes pathologies dont nous avons parlé, eh bien, je vais prendre les éléments essentiels. Pour la petite taille constitutionnelle, c'est principalement la taille cible, donc ça, on en a déjà parlé. Pour le retard de croissance intra-utérin, demander les antécédents obstétricaux et voir s'il y a eu un retard de croissance intra-utérin. Pour eh bien, les maladies génétiques, chercher une dysmorphie
et des malformations. Pour les causes endocriniennes, recherchez la prise de corticoïdes, recherchez un syndrome qui vous orienterait vers une hypothyroïdie. Pour les causes digestives, eh bien, faire une enquête alimentaire précise et faire un examen physique digestif complet. Et puis, pour rechercher une cause générale, faire un examen général complet. Voilà l'ensemble des éléments à rechercher devant un retard de croissance staturopondérale. Question numéro 7. Au terme de votre examen clinique, deux possibilités. Soit eh bien, vous avez pu vous orienter vers une étiologie, soit vous n'êtes pas orienté vers une étiologie. Si rien ne vous oriente vers une étiologie, alors quel bilan systématique faut-il proposer? Il y a un bilan systématique à proposer. Ce bilan, c'est une NUM, une VS, une CRP pour rechercher un syndrome inflammatoire, une créate et un bilan hépatique pour rechercher une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique, des IgA antitransglutaminase pour rechercher une maladie cœliaque, une T4 et une TSH pour rechercher une hypothyroïdie, une IGF-1 pour rechercher des signes en faveur d'un déficit en GH, un âge osseux et enfin chez la fille, un cariotype à la recherche d'un syndrome de Turner. Pour résumer, eh bien, dans le retard de croissance staturopondérale, une fois que j'ai fait mon diagnostic, j'analyse mes courbes avec ces 4-5 items de manière systématique et à partir de là, soit je suis orienté fortement vers une pathologie et j'explore cette pathologie, soit je ne suis pas orienté vers une pathologie et je fais ce bilan systématique. Alors maintenant que nous avons vu les grandes généralités sur retard de croissance staturopondérale, nous allons voir 4 courbes de croissance très typiques. Et sur ces 4 courbes, je vais vous donner les diagnostics qu'il faut toujours évoquer. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls diagnostics à évoquer, mais en tout cas, si vous avez une courbe qui ressemble à ça, avec un contexte clinique qui ressemble à ça, c'est sûr qu'il faudra évoquer au moins les diagnostics que je vous donne. Plein d'autres possibilités sont à évoquer, mais voilà ceux auxquels il faut penser. Donc nous allons commencer par le patient numéro 1. Patient numéro 1. Donc Zoé, on vous dit Zoé à 14 mois, elle n'a pas d'antécédents particuliers, elle a une diarrhée chronique, quel diagnostic faut-il évoquer en priorité? Donc là encore, soyons très systématiques. J'analyse d'abord la courbe. Sur sa courbe, il existe eh bien, on voit bien un retard de croissance qui touche d'abord sur le poids, puis ensuite sur la taille secondairement. Premier élément. Deuxième élément, eh bien, je vois bien qu'ici, j'ai plutôt une cassure de la courbe plutôt qu'un infléchissement de la courbe. Les choses se font plutôt brutalement. Troisièmement, je ne peux pas calculer la taille cible puisque la taille des parents ne m'est pas donnée dans l'énoncé. D'accord. L'âge osseux ne m'est pas donné non plus. Et enfin, je ne sais rien sur la puberté. Que dois-je évoquer ici? Eh bien, devant un retard de croissance touchant d'abord le poids puis la taille associé à une cassure de la courbe, eh bien, il faut évoquer une pathologie digestive. Ici, on nous dit qu'en plus, il y a une diarrhée chronique. Donc, 3 diagnostics à évoquer à cet âge-là. 1, une maladie cœliaque. 2, une mucoviscidose. Et troisièmement, une allergie aux protéines de lait de vache. D'accord? Alors, il peut y avoir d'autres diagnostics à évoquer, mais voilà en tout cas les diagnostics essentiels à évoquer. On passe au patient numéro 2, Bernie, 12 ans, se plaint régulièrement de douleurs abdominales. Il consulte pour une douleur abdominale et pour fièvre. À l'examen abdo est normal, la palpation est sensible. À la CRP, 56 mg par litre. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique? Donc là encore, eh bien, on regarde la courbe. Tout d'abord, on voit que ça touche d'abord la courbe de poids, puis secondairement la courbe de taille. D'accord. Deuxièmement, il y a plutôt un infléchissement qu'une cassure de la courbe. Deuxième élément. Troisièmement, lorsque l'on calcule la taille cible, eh bien ici on vous donne la taille de père et la taille de la mère. Donc 160 pour la mère, 175 pour le père. On pourra voir en le calculant, je vous laisserai faire chez vous, que la taille du patient est inférieure à sa taille cible. L'âge osseux ne nous est pas donné. Le stade pubertaire ne nous est pas donné. Que faut-il évoquer ici? Devant un retard de croissance pondérale chez un enfant ou un adolescent associé avec un syndrome inflammatoire, il faudra toujours évoquer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il y a d'autres diagnostics à évoquer, mais en tout cas c'est celui-là qu'il faudra évoquer en priorité. Nous passons à la courbe numéro 3.
Sur la courbe numéro 3, eh bien, on vous dit pas d'antécédents, Sylvie a 5 ans, un examen clinique normal, un âge osseux qui est égal à un âge civil. Quel est votre diagnostic? Eh bien, lorsque l'on regarde la courbe, on voit que l'on a une courbe de poids qui est stable sur la courbe -2 déviation standard et une courbe de taille qui est stable sur la courbe -2 déviation standard. Donc, pas d'infléchissement ni de cassure, un retard qui touche à la fois le poids et la taille. Lorsque je calcule ma taille cible, eh bien je verrai, et je vous laisse le calculer, que ma taille cible, elle se retrouve grosso modo à la taille qui se trouve sur la courbe de -2 déviation standard. Donc une taille qui est égale à ma taille cible, un âge osseux qui est égal à un âge civil. Le seul diagnostic à évoquer, c'est un retard, c'est une petite taille constitutionnelle. Donc un patient qui n'a pas de pathologie, mais j'ai pu faire le diagnostic car la taille est égale à la taille cible, car l'âge osseux est égal à l'âge civil et que je n'ai ni infléchissement ni cassure et que cela touche à la fois le poids et la taille. Enfin, patient numéro 4, alors un cas un peu typique. Quel diagnostic devez-vous évoquer devant cette courbe? 3 diagnostics à évoquer devant une perte de croissance staturale qui vous est montré ici, associé à un gain de croissance pondérale lorsque la taille diminue tandis que le poids augmente. Ça, c'est un classique. 3 diagnostics à savoir. 1. L'hypercorticisme. 2. L'hypothyroïdie. Et troisièmement, une tumeur cérébrale, principalement le crânio-pharyngiome. Ça, c'est vraiment un grand classique à bien connaître. Les 3 diagnostics lorsque on a une cassure de la courbe de taille et une prise de poids. Donc voilà, ce dossier avait pour objectif de faire un peu le point sur l'ensemble des retards de croissance staturo-pondérale, des grosses généralités, toujours être bien systématique et ensuite connaître quand même les 3-4 courbes typiques que l'on peut vous donner. Et avec ça, a priori, vous pourrez vous en sortir dans un dossier. À quel âge se situe le rebond d'adiposité? Alors, le rebond d'adiposité normal, il se situe entre 5 et 6 ans et on en parlera au dossier numéro 4.